bienvenue à Infosoir, voici les titres. La session printanière de la Chambre des représentants s'est ouverte aujourd'hui. Habib El Malki, de l'Union socialiste des forces populaires, est réélu à la tête de l'instance parlementaire. Au Soudan, les manifestants se rassemblent de nouveau dans la capitale Khartoum. Ils dénoncent l'emprise des militaires sur le processus de transition politique au lendemain de la destitution du président soudanais Omar el-Bashir par l'armée. La chambre criminelle chargée des affaires du terrorisme près l'annexe de la cour d'appel à Salé condamne à 10 ans de prison ferme un ressortissant suisse pour lien avec les auteurs du meurtre de 2 touristes scandinaves perpétrés le 17 décembre dernier dans la commune d'Imlil. Et dans la page culturelle de cette édition, l'exposition Prière des hommes, l'artiste photographe Touhamin Nadar présente ses nouvelles œuvres, un appel à la coexistence et au respect de l'autre. Madame, Monsieur, bonsoir. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir el-Mouminin, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Othman ibn Affan à Douyat, dans la commune territoriale Sba'arwadi, située dans la province de Moulay Yacoub. L'imam a souligné dans son prêche l'importance de répondre à l'appel du Créateur et de son messager, un acte qui permet la vie heureuse au sens plein du terme, celle qui ravive les cœurs et les esprits des croyants. La session printanière de la Chambre des représentants s'est ouverte aujourd'hui. Le président de la Chambre, Habib El Malki, de l'Union socialiste des forces populaires, a été réélu. Cette session sera également dominée par le renouvellement des structures de l'instance parlementaire. Reportage Abdelhafid El-Mnour et Hicham Sunni, le récit est de Hind Bnabnbi. L'issue est sans surprise. Habib El Malki de l'Union socialiste des forces populaires a été réélu président de la Chambre des représentants. Il était seul candidat à sa propre succession. Un vote qui s'est tenu en séance plénière à l'occasion de l'ouverture de la session printanière de la Chambre. Je suis honoré de ce renouvellement de la confiance à travers mon élection en tant que président. Je considère que l'entente ne va pas à l'encontre de la différence, mais que ça aide à mettre en place des priorités. C'est un homme de consensus et de sagesse qui a donné une nouvelle dynamique au travail législatif. Le scrutin s'est distingué par l'abstention des membres du groupe parlementaire de l'Istiqlal. C'est une position ferme de notre part qui est le résultat de nos positions précédentes. Au début de la législature, nous avions adopté la même décision et nous nous étions même retirés de la séance, car en tant que groupe d'opposition, nous ne pouvons soutenir le travail de cette majorité. L'agenda de la nouvelle session parlementaire prévoit entre autres la présentation du bilan d'étape de l'action gouvernementale par le chef du gouvernement lors d'une réunion des 2 chambres. Il reste beaucoup de défis à relever dans cette législature sur le plan économique, social et même politique. Nous devons rattraper notre retard de la session précédente, surtout en ce qui concerne le projet de loi cadre concernant l'éducation et la formation, la loi de mise en œuvre de la langue amazigh, ainsi que celle concernant le Conseil national des langues et de la culture. La session de printemps sera également consacrée à l'examen du projet de loi relatif à la tutelle administrative sur les communautés soulaliyettes et la gestion de leurs biens. Au programme figure aussi le renforcement des mesures visant à promouvoir la coopération entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Pour en parler, nous recevons notre consultant, le politologue Mustafa Shimi. Monsieur Shimi, bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas eu de surprise aujourd'hui au sein de l'hémicycle. La réélection du socialiste Habib Malki était plutôt attendue. Elle était attendue, effectivement. C'est un bon score. Il a fait 50 voix, une cinquantaine de voix de mieux par rapport à son élection en janvier 2017. Donc il y a là une adhésion supplémentaire de la part des parlementaires. Il a fait le job. Et pour la majorité et des partis de l'opposition, d'ailleurs, qui ont voté pour lui, notamment le PAM, il a fait le job et il l'a bien fait. Pour 2 raisons. Première raison, c'est un homme de dialogue, par tempérament naturel. Habib Malki est un homme de dialogue et de consensus, j'allais dire de synthèse. Et deuxième point, sur le plan extérieur, la diplomatie parlementaire de la Chambre des représentants qu'il a menée a été extrêmement active, voire activiste, et elle a accompagné fortement la diplomatie de l'État et de notre département des affaires étrangères. Donc pour toutes ces raisons, c'est une réélection méritée, significative. À noter cependant que par rapport à janvier 2017, il y a moins de députés
présents. Ils étaient 342 en janvier 2017, ils sont plus que 290. Donc il est mieux élu, mais avec moins de participation des députés. Et puis il y a toujours une centaine de parlementaires qui ne sont pas présents, qui n'étaient présents ni en 2017 ni aujourd'hui. Et ça pose la question de l'absentéisme parlementaire. Alors la session printanière débute aujourd'hui. Concernant les chantiers législatifs, quels sont les principaux enjeux pour le gouvernement et pour la majorité? Pour la majorité, nous avons une majorité arithmétique. Ça s'est vérifié avec la réélection de Habib Melki à la tête de la Chambre des représentants. Y a-t-il une majorité politique? On peut penser que oui, mais il y a un certain nombre de dossiers qui sont en instance, qui ne sont pas réglés. Il y a une session extraordinaire qui a été convoquée le 1er avril pour 5 projets de loi. Il n'y en a qu'un qui est passé. Le plus important, celui relatif à la réforme du système d'éducation et le statut des langues étrangères, n'a pas été adopté. Il faut toujours l'objet d'un blocage. C'est un texte pourtant qui a été adopté en Conseil des ministres le 20 août dernier, Conseil des ministres présidé par Sa Majesté le Roi, qui a été déposé au Parlement, qui a été validé un temps par les groupes parlementaires, qui se retrouve aujourd'hui bloqué alors qu'on avait prévu expressément et précisément une session extraordinaire 1er avril pour débloquer ce dossier. Donc cette session-là se retrouve avec ce dossier qui n'est pas réglé, se retrouve avec d'autres projets de textes importants. Il y a le texte sur sous la liette avec le problème de leur tutelle administrative qui va avancer. Il n'y a pas d'inquiétude à cet égard. Il y a problème également un texte sur les terres collectives aussi, terres collectives dans les périmètres irrigués. Et puis il y a 2 textes de projets de loi organique en instance depuis maintenant des années. Ces projets de loi organique sur la langue amazigh comme langue officielle, son insertion dans la vie sociale, publique, administrative et autres, et un autre texte sur le Conseil national des langues qui bloque encore. Vous remarquez que ces 2 textes sont des textes qui portent sur les valeurs. Dernière observation, le chef du gouvernement a annoncé, voici 2 mois et demi, qu'il allait présenter un bilan d'étape de son gouvernement à mi-mandat, puisque c'est à moitié législature. C'est prévu par l'article 101 de la Constitution. C'est devant les 2 chambres du Parlement. Ça sera intéressant de voir s'il y aura un débat et quelle va être la teneur de ce débat. Donc, en résumé, cette majorité arithmétique a besoin d'être confortée sur le plan politique pour mener enfin les chantiers en instance et souvent même en retard. Mostafa Sahimi, merci pour toutes ces explications. L'ambassadeur Omar Hilal, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'ONU à New York, a été élu président du conseil d'administration de l'UNICEF pour l'année 2019. Son élection fait suite à l'endossement du groupe des États africains au sein des Nations Unies et représente un nouveau témoignage de la confiance de la communauté internationale à l'égard du rôle du Royaume du Maroc au sein des Nations Unies et de ses agences et son engagement sans faille en faveur des droits de l'enfant. Au Soudan, les manifestants se sont de nouveau rassemblés dans la capitale Khartoum. Ils dénoncent l'emprise des militaires sur le processus de transition politique au lendemain de la destitution du président soudanais Omar al-Bashir par l'armée. Les manifestations avaient débuté le 19 décembre dernier suite à la hausse du prix du pain. Nzam Hachi. L'enthousiasme après l'annonce de la destitution de Omar al-Bashir est vite retombé et les manifestants appellent à poursuivre la contestation. La foule rassemblée dans la capitale, le Khartoum, est déterminée à chasser les généraux et réclame un conseil civil. L'armée agit en vertu de quelle constitution? Les militaires ont annulé la constitution, il n'y a plus de gouvernement et les manifestations vont se poursuivre et le régime chutera à nouveau. Les généraux ont tenté d'apaiser la contestation en promettant un gouvernement civil sans toutefois fixer d'échéance, mais en assurant qu'ils ne présideraient pas aux destinées du pays. Nous ne sommes pas venus avec des solutions, elles viendront des protestataires. Donnez-nous ces solutions ainsi que vos perspectives économiques, politiques et sociales. Donnez-nous ces solutions parce que nous n'en avons pas. Les protestataires ont violé le couvre-feu hier soir pour marquer le refus d'une transition militaire. Ils comptent renouveler l'opération jusqu'à obtenir un gouvernement de transition. En Algérie, le mouvement de contestation se poursuit. Une importante manifestation a eu lieu dans la capitale Alger. Pour ce 8e vendredi de mobilisation, les manifestants appellent au départ de Abdelkader Ben Salah, président par intérim après la démission de Abdelaziz Bouteflika. Rita Saha.
Sifflements, chants et slogans anti-Ben Salah. Aujourd'hui encore, l'ambiance était à la révolte en Algérie. Interdit d'accéder au parvis de la Grande Poste d'Alger pendant plusieurs heures. Et après quelques échauffourées avec les policiers émeutes, les manifestants ont finalement pu se rendre sur leur point de ralliement hebdomadaire. Tous ont réclamé le départ du président par intérim. La nomination de Ben Salah est une grave violation de la volonté du peuple algérien. Il veut convoquer l'électorat. Quelle élection veut-il? Nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes sortis pour dire que ce que fait Ben Salah est anticonstitutionnel. La Constitution doit être protégée à travers l'application des articles 7 et 8. Encore une fois, pour le 8e vendredi consécutif, des milliers de manifestants sont sortis dans les rues de la capitale, des contestataires venus de tout le pays. Certains ont même parcouru des milliers de kilomètres pour faire entendre leur voix. Nous sommes de la région de Marnia, nous sommes ici pour réclamer nos droits, nous ne sommes pas des fauteurs de troubles, nous sommes des gens conscients. Aujourd'hui, le peuple algérien a également appelé à la mise en place de nouvelles institutions pour une véritable transition post-Bouteflika. Les protestataires ont en effet rejeté la proposition de Abdelkader Ben Salah, à savoir la tenue d'élections présidentielles le 4 juillet prochain, un scrutin qui pourrait, selon les manifestants, être frauduleux et ne bénéficier qu'à l'actuel système au pouvoir. Au Pakistan, un attentat suicide a fait 20 morts et 48 blessés à Quetta, dans l'est du pays. L'attentat a été revendiqué par des talibans pakistanais. La ville de Quetta abrite une importante communauté chiite, régulièrement visée par les groupes terroristes. La chambre criminelle chargée des affaires du terrorisme près l'annexe de la cour d'appel à Salé a condamné hier à 10 ans de prison ferme un ressortissant suisse pour lien avec les auteurs du meurtre de 2 touristes scandinaves perpétrés le 17 décembre dernier dans la commune d'Imlil. Le prévenu était notamment poursuivi pour des faits de constitution d'une bande en vue de préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l'ordre public. Plus de détails avec Nzamachi. C'est la première condamnation dans le drame d'Imlil. 10 ans de prison ferme pour le ressortissant suisse d'origine britannique qui avait été arrêté le 10 janvier dernier à Temara dans le cadre d'une vague d'arrestations qui a suivi le meurtre des 2 touristes scandinaves dans la région de Shamharosh. Louisa et Maren, 2 jeunes femmes adeptes de trekking, ont été sauvagement assassinées le 17 décembre dernier. Un crime atroce qui a secoué l'opinion publique et déclenché une véritable chasse à l'homme. Un premier suspect est arrêté le lendemain du drame. 3 autres présumés coupables sont interpellés 48 heures plus tard par les éléments du BCIJ à la gare routière de Marrakech. Le 21 décembre, 9 nouveaux suspects sont arrêtés pour leur lien présumé avec l'abominable assassinat des 2 randonneuses scandinaves. Les perquisitions ont permis de saisir des matières suspectes susceptibles d'être utilisées dans la fabrication d'explosifs. Toujours dans le cadre de l'enquête sur les meurtres de Louisa et Maren, un homme de nationalité suisse et espagnole est arrêté le 29 décembre à Marrakech. Au total et à ce jour, 24 personnes ont été déférées devant le procureur général du roi près la cour d'appel de Rabat pour leur implication dans des affaires de terrorisme. Le drame d'Imlil a bouleversé tous les Marocains qui ont organisé des dizaines de rassemblements à travers le royaume pour rendre hommage aux 2 victimes, à leur innocence, leur jeunesse et leur soif d'aventure. Vous le savez, le recensement relatif au service militaire pour l'année 2019 a débuté mardi et se poursuit jusqu'au 7 juin prochain. Des listes de jeunes âgés entre 19 et 25 ans ont été établies. L'inscription se fait sur le site www.jnid.ma. Je vous propose de découvrir les types de formations dispensées aux appelés au service militaire.
Direction Marrakech qui accueille la semaine du dialogue. Experts, chercheurs et universitaires débattent des moyens de résoudre les conflits géopolitiques, notamment sur le continent africain. L'objectif est de promouvoir la résolution pacifique des crises à travers le dialogue interreligieux et la promotion du rôle des jeunes. Reportage Lahsen Houban et Adil Bouzkri. Le récit est de Rizlan Taibi. Où va le monde? Comment désamorcer une crise géopolitique? Que peuvent les religions face au repli identitaire? Ce sont les principales questions auxquelles ont tenté de répondre les participants à ce panel qui s'est focalisé sur l'Afrique avec toutes ses sous-régions. La signification du moment que nous vivons actuellement et dans quelle direction, ces évolutions peuvent nous mener. Alors je crois que c'est tout le défi d'une rencontre comme celle-ci. C'est une rencontre autour du sens de la géopolitique, donc prendre la mesure des évolutions qui ont conduit à la situation actuelle. Il y a beaucoup de changements qui se déroulent dans le monde actuel. La plupart des continents, la plupart des zones géographiques sont traversées par des lignes de fracture. Pour mener à bien la réflexion sur les grandes questions de l'actualité avec acuité et profondeur, les organisateurs de cette semaine de dialogue ont convié des experts de plusieurs pays. Des politologues et des économistes prennent part aux tables rondes afin d'identifier les problèmes de l'actualité. Au total, 2000 personnes participent à cet événement qui dure 5 jours, une nuit philosophique, un séminaire consacré aux écritures sacrées et des formations sur l'entrepreneuriat social sont aussi au programme. Une initiative solidaire à présent dans la ville de Fès. De jeunes artistes peintres se sont retrouvés pour peindre des fresques sur les murs des habitations de l'arrondissement de Seyss. Il s'agit d'embellir le quartier, mais aussi de sensibiliser les riverains aux problématiques environnementales. Une démarche civique et artistique. Reportage Sarah Jabri et Driss El Cohen. D'une main de maître, Saïda effectue les dernières retouches sur la fresque murale qu'elle a réalisée. Cet artiste peintre et calligraphe s'est associé à de jeunes plasticiens pour donner de la vie et de la couleur aux façades de l'arrondissement Seyss à Fès. Je me suis inspirée de l'artisanat marocain et surtout des matières utilisées par les artisans de Fès, comme le bois, l'argent et le cuivre. Et je vais également intégrer la calligraphie arabe. Cela me permet d'apprendre de nouvelles techniques. Je trouve que c'est une expérience très enrichissante. Cette initiative n'est pas la première du genre, l'événement en est à sa 2e édition. L'idée est non seulement d'encourager les jeunes artistes, mais aussi d'embellir les quartiers à travers des œuvres d'art géantes et de sensibiliser les riverains à la protection de leur espace de vie. La touche artistique pourrait elle aussi contribuer à rendre un environnement plus sain et propre. Et ces artistes ont rendu cet espace accueillant et très harmonieux. La protection de l'environnement est une priorité. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est une sorte d'esthétique environnementale pour sensibiliser la population. Cet atelier de peinture à ciel ouvert se poursuivra jusqu'à vendredi prochain. Ces artistes continueront à laisser libre cours à leur imagination sur les murs de cet arrondissement. D'ici là, une vingtaine de peintures murales devraient être réalisées. Une initiative qui pourrait en inspirer bien d'autres. Le Grand Prix des rendez-vous de l'histoire de l'Institut du monde arabe à Paris récompense les travaux contribuant au progrès de la recherche sur l'histoire du monde arabe. Ce prix a été décerné hier soir à la Marocaine Jalila Sbahi pour son ouvrage sur la politique musulmane de la France. Le prix a été remis à la lauréate par Abdeljelil Hjoumri, secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, partenaire de l'Institut du monde arabe pour ce Grand Prix. Et pour clôturer cette édition, je vous invite à découvrir les œuvres de Touham Nadr qui expose au sein de la cathédrale Saint-Pierre de Rabat une sélection de photographies. Intitulée « Prière des hommes », cette exposition est un vibrant appel au respect de l'autre et à la coexistence entre les communautés et les religions. C'est un reportage de Mohamed El-Qant et Youssef El-Hmini. Le récit est de Hind Ben Abdenbi. Des gestes de prière différents, mais une foi commune, c'est l'esprit de l'exposition Prière des hommes de Touham Nadr. Des photos abritées au sein de la cathédrale Saint-Pierre de Rabat dans l'objectif d'illustrer les valeurs de cohabitation et de vivre ensemble qui distinguent la société marocaine. Cela me ramène à mon enfance, dans la Médina où les gens à cette époque-là pratiquaient
l'art de la cohabitation. Une fraternité qui se révèle à travers l'œuvre de l'artiste qui célèbre l'unité, le rapprochement des civilisations et le respect de la dignité humaine. Des photographies en blanc et noir, l'authentique photographie, et qui veulent exprimer les personnes, les êtres humains en tant que priants, surtout en des situations difficiles. Lui a travaillé avec son objectif et avec son très grand talent à exprimer par la photo, et une photo noir et blanc qui est exceptionnelle, à exprimer la fraternité des fils d'Abraham et des autres. Une exposition qui se tient à la suite de la visite au Maroc du pape François, une manière de maintenir l'esprit de cet événement et de célébrer en un même temps la diversité et l'unité de toutes les composantes spirituelles du royaume. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. La session printanière de la Chambre des représentants s'est ouverte aujourd'hui. Le président de la Chambre, Habib El-Malki, de l'Union socialiste des forces populaires, a été réélu. Cette session sera également dominée par le renouvellement des structures de l'instance parlementaire. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Bouchra Raif pour Al-Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.